Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Depuis septembre 2016, les belles histoires de la Côte-du-Sud vous font découvrir des fleurons de nos entreprises. Tels Transport Gilmire, Plastique Gagnon, Maison La Prise, Métro Lebel, Paber Aluminium, Groupe coopératif Dinaco, Plancher Mercier. Mon père, il nous a élevés avec un camion. Il n'y en avait rien qu'un. Il a passé sa vie à n'en avoir rien qu'un. Puis il travaillait fort. Mais on n'a jamais manqué de rien chez nous. On a tout le temps été gâtés par nos parents puis la vie. On a eu une vie assez heureuse, très heureuse. Mon père, lui, c'était un travaillant puis un travailleur. C'était quelqu'un qui était pas... c'était un conducteur de camion. Il a passé sa vie à faire du transport local. Il allait transporter du gravier, transporter du bois en rond, des bio, tout à fait ça. On nous a élevés. Puis en même temps, il nous a transmis cette passion-là que lui avait. Que moi, j'ai capté, puis j'ai adopté. Puis mes deux autres frères sont là-dedans aussi. Tout le monde est dans le transport chez nous. Ah oui? Okay. Mais vous êtes quel rang dans la famille? Premier. OK, vous êtes le plus vieux. Oui. OK. L'aîné, c'est ça. L'aîné. Alors, on a continué. J'ai eu cette passion-là. Puis en 1974, lorsque l'école a terminé, moi, je n'ai pas retourné. Il y avait un camion neuf qui m'attendait dans la cour. C'était le deuxième camion que mon père avait acheté. Il y en avait toujours rien qu'un, puis là, il y en avait un deuxième embarqué. Est-ce qu'il l'avait acheté pour Gilbert? Oui, parce que j'étais passionné de ça. Fait que j'ai commencé à conduire en 1974 sur le local, du gravier, puis un peu toutes sortes de choses. C'est le même que j'ai parti. C'est mon père qui m'a transmis ces valeurs-là. Il y a un des frères qui avait acheté une machine dans Populaire Mécanique. Démarrer votre entreprise de plastique pour, je me souviens plus. 75 $. Fait qu'il avait acheté ça. Puis il avait essayé ça, mais il n'avait pas réussi vraiment à faire grand-chose avec ça. Puis il l'avait mis dans le garde-robe. Fait que mon oncle, il a vu ça à la presse, puis il a dit « Hey, j'aimerais ça à mon père, il est pas mal plus grasseux, puis je suis certain qu'il aimerait ça. » Fait qu'il a amené la presse à mon grand-père, Joseph. Puis là, il s'est mis à la modifier, puis faire des résistances pour le chauffage, mettre ça plus régulier, que ça aille plus vite. Puis ils ont commencé à faire des lettres pour apprendre à écrire dans les écoles. Ah, OK. C'est ma tante qui travaillait dans les écoles, puis elle m'a dit on n'a pas de belles lettres, on n'a pas de quoi pour montrer aux jeunes comment faire. Puis c'est là que l'idée est venue, puis ils se sont mis à faire des moules, puis à vendre des lettres pour l'éducation. Fait que ça a été le début du plastique. Là. Mais le volet industriel est arrivé dans le milieu des années 60, 67 à peu près? Bien, le premier contrat industriel est arrivé en 55, 56 à peu près, avec la fameuse bobine. Ça, c'est la première pièce industrielle que mon grand-père a fait avec les fameuses bobines Nilus Leclerc, là, parce que on peut le nommer qui était à Lillet, les femmes des métiers à tisser. Puis M. Nilus, j'avais une de mes tantes qui travaillait là. M. Nilus, il a donné une bobine, puis il a demandé est-ce que ton père serait capable de me faire ça en plastique? Puis grand-papa, il a dit ben oui, on va faire ça en plastique. Donc, ça a été le premier modèle moule industriel. Puis là, mon père a fait wow! Il a vu tout le potentiel du plastique. Bien, au début, j'étais employé pour des entrepreneurs. Fait que je travaillais sur les chantiers manuellement. J'ai fait ça plusieurs années. Mais lorsqu'on travaille sur les chantiers, en octobre, novembre, décembre, puis le printemps... C'est pas chaud! Pas chaud, d'embout, tu coupes ça pièce par pièce. J'avais l'impression de perdre mon temps. Ceux qui aiment beaucoup la performance, qui n'aiment pas perdre leur temps. Non. Fait que je me disais, voyons, c'est pas intelligent ce que je fais là. Voyons donc, on fait ça, la construction coûte cher. Fait que le client paie au gros coût pour couper des bouts de bois, un par un, en mesure à toutes les fois.
trouvais pas ça intelligent. OK, puis c'était pas efficace. C'était pas efficace, pas du tout. Pas du tout. Donc déjà, tu pensais à usiner. Ben, c'est pas venu de même. C'est que c'est... Là, j'ai dit, bon, je voulais être en affaires. Le monde des affaires m'a toujours intéressé. Aussi qu'il y avait quelque chose à la télévision, c'est un homme qui était en affaires, quelque chose. Je regardais, je m'assoyais, j'ai étudié ça comme il faut, j'aimais ça. Mais je savais pas dans quoi partir. Je voulais être à mon compte, mais dans quel domaine partir? Je voulais que ce soit dans le domaine de la construction, mais je voulais avoir quelque chose de différent. Mais c'est ça, mais tu voulais relier à la construction, qui était le secteur que tu aimais. Ben, j'avais checké la restauration. J'avais appelé Saint-Hubert. OK. Si on pouvait avoir une franchise Saint-Hubert. J'avais rencontré aussi Pacini. J'avais étudié. OK. Par contre... Ça, c'était ta fibre entrepreneuriale. Oui, c'est ça. J'avais étudié là-dessus pour voir si c'était possible. Saint-Hubert ne voulait pas venir, à Montmagny dans le temps. Pacini, ça aurait pu peut-être marcher, mais ça compliquait un petit peu eux aussi. C'était pas selon la ville. Puis entre-temps, j'ai trouvé un article dans le Journal des Affaires qui disait que la maison pré-usinée, c'était un avenir. Qu'en Suède, 90% des maisons étaient construites en usine. Puis aux États-Unis, 50%. Puis au Québec, on était peut-être à 5%. Donc, il y avait de la place. Exact, il y a de la place. Bon, mon père s'est emmené, il demeurait à Rimouski. Puis comme toutes les familles québécoises, canadiennes, françaises, comme on disait dans le temps, c'était des gens qui venaient des familles agricoles, d'agriculteurs. Puis il s'est emmené en 1944 à Saint-Anne-de-la-Bocatière il avait acheté un petit commerce. Un petit commerce, dans ce temps-là, c'était un commerce général, si on veut. Il vendait un peu de tout. Beaucoup des produits étaient vendus comme en vrac. Ça a commencé par ça. Les biscuits emballés, ça n'existait pas. C'était des grosses boîtes, puis ils vendaient ça à la livre. Puis ils fabriquaient des tabliers, ils fabriquaient... Il a même vendu des pianos, des chevaux. La melasse, ça arrivait en gros baril. Il est même arrivé que dans le sous-sol, ma sœur avait passé, puis elle avait ouvert la petite champlure sur le baril, puis ça a tout coulé dans le sol, dans le sous-sol. Méchant dégâts, ça. Méchant dégâts. Il y avait des raisins à travers, les mouches étaient toutes pris dedans, c'était l'été, puis ils sortaient ça à pelle dehors, la melasse. À ce moment-là, je travaillais dans une fonderie de fonte. J'ai travaillé 5 ans et demi d'une fonderie de fonte à Lillet, qui est fonderie Poitras, qui existe toujours aujourd'hui. Puis, j'étais en contact avec les clients. Puis, les clients me demandaient souvent, oui, on a besoin de la fonte, des pièces de fonte, mais on a besoin aussi des pièces d'aluminium. Puis, ils nous disaient, il n'y a pas grand-chose dans la province, on a de la misère à trouver des fournisseurs de pièces d'aluminium. C'est là qu'est venue l'idée de partir une fonderie d'aluminium. Au départ, c'était vraiment supposé être très, très modeste pour créer notre propre emploi. OK. Puis, en fin de compte, on s'est ajusté à la demande avec les années. Est-ce que c'est parti dans les locaux qu'on est là actuellement? Non. Non, au départ, on est parti dans un petit garage de compagnie de transport à Cap-Saint-Ignace. On a transformé ça nous-mêmes, parce qu'à ce moment-là, on n'avait vraiment pas d'argent. On a transformé ça, on a mis ça, que ce soit adapté un peu à une fonderie. Puis, on a commencé tranquillement à travailler dans ce bâtiment-là. Puis, est-ce que les approvisionnements, est-ce que c'était difficile de trouver de l'aluminium? Au départ, les clients n'étaient pas difficiles. Ils nous demandaient de l'aluminium grise. À ce moment-là, nous autres, on avait trouvé de la transmission des blocs moteurs qui pouvaient répondre à la demande. OK. Mais souvent, on se ramassait avec des sortes de transmissions ou de têtes de moteur qui ne faisaient pas l'affaire du tout. On s'est ramassé avec des belles expériences, avec du tête de magnésium. Puis à ce moment-là, si vous avez des feux d'artifice dans la fournaise, c'est moins bon, là. Puis, au départ, une coopérative, toute coopérative, c'est la même chose. Pour répondre à des besoins, pour s'offrir des services et des produits, se regrouper ensemble.
La coopérative, oui, fête ses 50 ans, mais on peut parler de 75 ans d'histoire parce qu'elle est issue de la fusion de deux coopératives, la coopérative de Saint-Pascal et la coopérative de Saint-Jean-Port-Joli. Puis de regroupement au fil des années, ces coopératives-là, c'est des beurreries de village, les coopératives de fromagerie. Donc on remonte dans le temps, ces coopératives-là qui devenaient trop petites se sont regroupées. Et c'est ce qui a conduit en 1966 à la fusion de ces deux coopératives-là pour créer groupe Coopérative agricole de la Côte-Sud dans le temps. À ce moment-là. Donc si on parle de 50 ans, c'est sûr qu'il s'est produit des grands événements. Il s'est produit toujours des choses. Si aujourd'hui on est rendu qu'un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars, c'est qu'il y a eu des croissances. Oui. Donc j'aimerais peut-être qu'on se remémore une couple de dates, là, des grands moments. Le premier grand moment, évidemment, c'est la fusion. Il fallait la créer, cette coopérative-là. Le départ, comme de... Le départ, ça prenait des gens qui avaient beaucoup, ça fait référence au livre qu'on a fait, ça prenait beaucoup de conviction, puis d'aller faire du porte-à-porte, ultimement, pour convaincre les gens de créer cette coopérative-là. Il y avait un message à passer. Oui, effectivement, il y a un message, puis écoutez, lorsqu'il y a des changements, lorsqu'il y a tout changement, il y a des fois sûrement des résistances. Je n'étais pas là à l'époque, évidemment, là, mais c'est pour ça que la naissance de la coopérative, je pense, c'est le premier point. En fait, c'est une demande de ma mère. Mon père était un ébéniste qui faisait des choses extraordinaires, des armoires de cuisine, des ameublements de restaurants, les bibliothèques, des choses comme ça. Puis ma mère, à un moment donné, elle disait... J'aimerais donc ça avoir un plancher de bois franc, mais je ne veux pas subir toute la poussière, puis le vernissage à la maison. Il y avait beaucoup d'enfants à la maison, il y avait beaucoup de visiteurs, donc c'était quasiment impensable de penser de faire sabler et vernir ça à la maison. Donc, maman elle disait, tu fais des belles armoires déjà toutes prévernies, déjà toutes tendues, puis tu poses ça. Il me semble qu'on pourrait faire la même chose avec un plancher de bois franc. C'était génial comme idée. L'idée était vraiment géniale. De là, mon père a chercher des produits qui pouvaient exister, puis s'est rendu compte rapidement qu'il n'y avait rien qui existait aussi loin qu'il pouvait aller à ce moment-là. Ça n'existait pas. Donc, il a fait des essais, c'est-à-dire qu'il prenait il prenait des planches de bois franc qu'il sablait, qu'il vernissait, qu'il mettait une petite teinture, puis il faisait sécher ça à l'extérieur sur des racks, là, pas loin de l'usine qu'on avait à ce moment-là. Mais oui, ça donnait un résultat, mais il ne fallait pas qu'il fasse trop soleil, il ne fallait pas qu'il vente, il ne fallait pas... Bon, c'était plutôt compliqué. Dès la semaine prochaine, d'autres découvertes vous seront présentées. Bonne semaine.